RCN. Le son de la différence. Midi 13h sur RCN, le micro déconfiné spécial Shame. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Il est midi, on est sur RCN 90.7. On est en live aussi sur YouTube et Facebook. Bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission préférée, le micro déconfiné. Et pas des moindres, aujourd'hui c'est le micro déconfiné spécial Shame. Alors, pour ce faire, autour de la table, on est assez nombreux. Je vais vous dire déjà bonjour, chers invités. Bonjour. Et je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. On commence peut-être par vous, Christophe. Christophe Chevarlet, j'ai le bonheur d'être le président de RCN et c'est un vrai bonheur comme en témoigne aujourd'hui. Catherine. Catherine Mailleux, référente territoriale insertion au conseil départemental et référente EFA sur le Grand Nancy. Et elle va se rapprocher de son micro la prochaine fois, ça sera parfait. Catherine. Auprès de Catherine, il y a... Ophélie, j'ai fait partie de l'exposition, voilà. Et à ma droite, du coup... Je suis Khaled Frika, photographe à Nancy et un peu partout en France. Et enfin... Et Kevin Gallet, président du centre LGBTI de Nancy et militant LGBTI. Alors, donc, vous êtes là parce qu'on a tous plus ou moins participé au projet Shame. Donc, je rappelle que l'exposition Shame est déjà disponible sur le site de RCN, donc sur rcn.org. On va revenir un peu plus en profondeur sur les fonctions de chacun. Mais d'abord, vous, Christophe, je vais vous laisser présenter RCN en tant que président de la structure. Radio associative née il y a 40 ans, on fête les 40 ans des radios libres sur le Haut-du-Lièvre. À l'époque, c'était les animateurs du Buisson Ardent qui rêvaient d'un lieu d'expression et de partage. Et ben, je crois que cet ADN, on le prouve et il est toujours au rendez-vous avec ce projet Shame. Et je voudrais signaler toute la capacité de mise à jour des outils pour favoriser le son de la différence. Shame, c'était parti il y a 2 ans sur une proposition du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle sur la lutte contre les discriminations, notamment touchant le genre. Et puis on a connu le Covid, voilà. Et puis cette expo, on n'a pas pu la faire, voilà. Eh ben si, on l'a faite et on l'a faite autrement. On a su imaginer, créer pour que le son des différences puisse, malgré ce qui nous arrive autour de nous, puisse être vécu, exprimé, partagé. Et on a dû faire appel à des nouveaux talents. Et je crois que Shame, aujourd'hui, je suis super heureux de cette émission, je suis super heureux de ce projet, je suis super heureux de son aboutissement, parce que il est le reflet de ce monde qui change, de ce monde qui s'adapte, mais surtout de ce monde qui a besoin de paroles, de ce monde qui a besoin d'écoute, de ce monde qui a besoin de temps. Et je voudrais dire merci à Lionel et Raled qui ont repris le bâton de pèlerin, repris le bâton en route et on refait en fonction des circonstances cette exposition extraordinaire que je vous invite à découvrir sur le site de la radio, qui sera une exposition de toute façon en présentiel, physique, mais qui d'ores et déjà se donne à découvrir sur le site de la radio, grâce au talent photographique et à la rencontre visuelle de Raled, grâce à la rencontre et au dialogue que tu as permis, Lionel. Je voulais vous dire bravo à tous les deux. Je voudrais dire merci à tous ceux aussi qui, bien sûr, ont accepté de témoigner, parce que Shame, ça porte bien son nom, c'est pas toujours facile. Ça peut être ressenti comme une honte. Eh bien non. Je crois qu'on est RCN est au rendez-vous et je vous parle pas beaucoup de la radio, mais cet exemple-là parle de la radio. Il n'y a pas de Shame. Il y a des lieux où doivent s'exprimer les différences. Le son de la différence, c'est bien l'objectif d'une radio comme la nôtre, une radio de proximité, une radio attentive aux gens, une radio qui donne la parole.
qui donne la parole. Notre objectif, c'est de donner la parole. Et puis en plus maintenant, les technologies sont là pour qu'on puisse aussi donner à voir et entendre à voir. Voilà. Alors, entendre à voir, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je suis allé donc dans le cadre de ce projet rencontrer Cheryl, qui est une jeune femme transgenre, un peu dans le nord du département. Hein. J'ai fait un peu de route et donc on va écouter tout de suite un extrait donc de l'expo Shame avec Cheryl sur RCN 90.7. Je savais pas encore que j'étais attiré par les hommes et du coup je me suis rendu compte qu'en fait c'était différent et c'est mieux. J'ai perdu des amis et c'est tout. Après ma famille m'a demandé si je me sentais femme, si je voulais être une femme. Et au début je voulais pas en parler. Il faut pas avoir honte parce que il faut s'assumer et si les gens même si tu te regardent mal et tout tu te dis tant pis tu les verras qu'une fois et puis tu passes et puis tu seras heureux ou heureuse comme t'es. Moi, c'était vers 13 ans, je me suis dit gay, vu que je me sentais femme, mais pas à 100%. Du coup, j'étais gay. Et après, j'ai su que je voulais vraiment être une femme. Du coup, je suis hétéro. En gros, les gens ils me disent sois un garçon, pourquoi t'es une femme, pourquoi t'es comme ça? Et puis, non, t'es comme ça et puis c'est tout. Moi je leur réponds parce que j'ai pas honte, je leur explique ce que je suis et s'ils comprennent pas, tant pis pour eux. Moi je suis arrivé du jour au lendemain maquillée et ils m'ont rien dit parce que j'étais faire ma demande de changement de prénom juste au lycée et vraiment ils sont à 100% avec moi, ils m'aident et j'ai de la chance d'avoir des gens comme ça au lycée. Je me faisais harceler, du coup j'en avais parlé et après ils m'ont vu maquiller et tout, ils m'ont dit ouais c'est cool et tout, tu t'es assumé et tout. Au début j'en parlais pas et mes parents ils m'ont vu rentrer de l'école en pleurant et tout, du coup ils m'ont parlé et après du coup je leur ai dit que je me faisais harceler et tout. Moi au début c'était que des insultes et ça m'atteignait pas vraiment et au jour d'aujourd'hui en fait plus il y en a plus je baisse les épaules, on va dire ça, parce que ça touche les gens, ça fait mal mais il faut toujours garder la tête haute. Je me suis fait menacer, des va te pendre, on va t'attraper, on va te taper, on va te faire bouffer tous les poteaux du lycée. Il y en a, ils disent, il y en a de plus en plus, mais justement, c'est parce qu'ils voient que on s'assume. Et du coup, il y en a, ils veulent être comme nous, ils veulent s'assumer. Parce qu'avant, les gens, ils voulaient pas trop s'assumer à cause de la mentalité des gens. Et vu que là, maintenant, il évolue, les gens, ils s'assument de plus en plus et c'est cool. Parce que du coup, ils peuvent vivre comme ils veulent. Midi 13h sur RCN, le micro déconfiné spécial Shame. Exposition sonore et photographique sur la lutte contre les discriminations liées au genre. Et on est toujours sur RCN 90.7. On vient d'écouter le témoignage, en tout cas un extrait du témoignage de Cheryl qui sera dans l'exposition Shame, donc dès à présent disponible sur le site de RCN. Christophe, vous vouliez peut-être dire un mot avant de nous quitter? Saluer le webmaster qui a fait aussi un très beau boulot pour cette expo en ligne et souligner ce que vient de dire Cheryl sur libérer la parole. Tout ce besoin, je pense, je regarde nos représentants des associations, on a besoin de ces assos, on a besoin de nos assos pour être des lieux de parole, de rencontre, de confrontation et la confrontation dans la paix, dans la tranquillité, dans la sérénité. Ça évitera ces violences qu'a pu vivre Cheryl et donc bravo pour tout le boulot que vous faites, les assos, les institutions, mais aussi tous ceux qui ont contribué à libérer cette parole. Je les ai cités tout à l'heure. Il y a plein de beaux témoignages à découvrir très très vite sur le site. Merci Lionel encore. Merci pour tout Christophe. Alors vous allez être remplacé par Coco, notre webmaster, Jacques-Alexandre. Je vous laisse prendre la place. En attendant, Madame Mailleux, quel est le rôle du conseil départemental dans le cadre de la lutte contre les discriminations? Depuis 2004, existe une semaine consacrée à des événements, manifestations, pour lutter contre les discriminations. Il s'agit pas c'est de mettre en synergie l'ensemble des associations, des partenaires, des collectivités qui œuvrent pour lutter contre les discriminations, les préjugés, toutes formes. Chaque année, il y a un thème. Donc, c'est coordonné par le conseil départemental.
Voilà, donc c'est vraiment une volonté forte d'assurer effectivement une liberté de parole, une égalité. Cette semaine s'appelle Égalité, Fraternité, Agissez. C'était vraiment encourager à montrer que la différence, il faut l'accepter, puis essayer d'être ensemble pour lutter contre tout ce qui pourrait être néfaste. Donc je rappelle que notre exposition Shame sera aussi disponible sur le site du conseil départemental à travers la semaine EFA. Donc sur le site meurthe-et-moselle.fr. Voilà, qu'on trouve très facilement sur le net. Très facilement sur le site. Il y a 40 événements actuellement sur l'ensemble du département. C'est coordonné par le service engagement et citoyenneté. Et puis, c'est effectivement, chaque territoire a un représentant EFA pour, sur le territoire, pouvoir faire ses animations autour des discriminations. Alors, Kevin, qui représente donc l'association Equinox et qui fait partie de cette exposition Shame, pourquoi vous avez accepté de participer à ce projet ? Parce qu'aujourd'hui, en particulier, je pense que c'est important de témoigner, et c'est pas quelque chose de facile. On l'a constaté dans la recherche de personnes pour éventuellement témoigner, que le fait de faire son coming out, de le faire en public et de s'exposer, c'est pas quelque chose d'évident, quoi. Moi, j'ai l'habitude, j'ai cet avantage-là dans la vie d'être un peu privilégié par rapport à ces questions-là, et donc je me suis proposé pour être aussi un témoin dans cette exposition. Et j'en profite pour rappeler que le conseil départemental, depuis notre fondation, nous a soutenus et que nous n'existerions probablement pas aujourd'hui tels que nous sommes sans le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui fait partie des départements les plus engagés. Alors, je vais retourner la même question à Ophélie. Pourquoi tu as accepté de répondre à nos questions ? Moi, je trouve que c'est très important en soi, de témoigner. C'est très compliqué, mais en même temps, je trouve que c'est hyper important de visibiliser nos sexualités. Enfin, disons, de montrer qu'on est comme tout le monde, c'est un peu vite dire, mais c'est important de témoigner sur ce que je vis et ce que sur d'autres vivent. Et évidemment, on voudrait ne pas avoir à parler de ça. Ça semble un peu bête de devoir parler de ça, parce que bon, c'est notre intimité et voilà. Mais au final, c'est quelque chose qu'on va avoir honte et on va avoir des problèmes à cause de ça. Et du coup, on est fatalement obligé d'en parler et fatalement, on est obligé d'avoir toutes ces problématiques, et du coup je me suis dit que c'était intéressant de témoigner de mon point de vue et de pouvoir écouter les autres points de vue. Voilà. Alors on va revenir un peu plus sur l'aspect technique de l'exposition, parce que on a dû s'adapter aux contraintes sanitaires, hein. Je rappelle que l'exposition devait en premier lieu se tenir en physique. On a cru jusqu'au bout, jusqu'à à peu près un mois, 3 semaines de l'échéance, et malheureusement les conditions ne nous ont pas permis, mais ce n'est que partie remise. On travaille toujours sur l'exposition physique, et il y a eu un gros travail de fait par ailleurs avec Jacques Alexandre sur l'aspect web. Est-ce que tu peux nous expliquer avec No Image comment vous avez travaillé et comment vous avez réussi à mettre en forme cette exposition? Je pense qu'on va déjà expliquer la genèse de notre participation à ce projet-là. Je te laisse parler plus proche du micro. Où tout simplement, donc avec Raphaël, je suis pas tout seul, je suis avec Raphaël, où on travaille sur un projet qui est justement le no image, donc le pas d'image. Donc pour des photographes, c'est un peu paradoxal. Ouais, paradoxal, voilà. Mais pour expliquer en fait qu'on n'est pas dans une démarche de photographie de mode, on reste dans cette démarche de photographie de l'humain. Avec un H majuscule, hein, mais en même temps une espèce d'individualité, voilà, qu'on va piocher chez chacun d'entre nous. Et en fait, quand tu m'as parlé de ton projet, du moins de ce projet-là, pardon, ça nous a fait, ça a été une évidence, quoi. Donc, au départ, on voulait simplement faire une exposition web, avec une galerie vidéo, une galerie photo, comme on peut retrouver dans n'importe quel site qui propose de la photo, pardon.
Et puis ensuite, on a poussé un peu le vice quand même, parce qu'on s'est dit, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de présentiel, donc effectivement, on va s'adapter au distanciel et on va essayer de faire ça sous forme de petites plateformes jeux vidéo pour les geeks, Lara Croft, Quake, voilà, ce genre de jeux vidéo, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Donc voilà, on est dans un espace 3D qu'on a conçu nous-mêmes. Et du coup, avec l'exposition qui est interactive, où on retrouve les audios des interviews qui ont été faites, voilà. Alors donc c'est assez facile, hein, c'est assez intuitif, très simple, intuitif pour. Oui. Donc il y a une version web, c'est-à-dire pour les ordis portables, et voilà, puis il y a une version mobile aussi. Voilà, donc c'était important de pouvoir différencier, de s'adapter aux différents supports. Oui, parce que effectivement, vous pensez bien que pour faire une production sur un mobile ou une production sur un ordinateur, c'est du format d'image différent, donc là on rentre un peu dans la technique. Mais du coup, pour le mobile, la seule indication que je vais vous apporter, c'est qu'il faudra mettre votre téléphone en mode paysage. Ne le gardez pas en mode portrait. Donc à l'horizontale, comme ça, pour ceux qui n'ont pas le terme technique. Oui, tout à fait. Très bien. Alors on va marquer une petite pause musicale avec un morceau qui me tient à cœur et je pense qu'il va bien avec cette exposition. C'est le morceau de Macklemore qui s'appelle Same Love qu'on écoute tout de suite sur RCN 90.7. Jusque 13h sur RCN, le micro déconfiné spécial Shame. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau Same Love de Macklemore, un morceau qui fait écho au thème du jour. Je me retourne vers vous, Khaled. Quel a été votre rôle du coup en tant que photographe dans cette exposition et comment vous avez réussi à capter l'émotion des différents protagonistes? Alors, tout d'abord, moi, j'ai été contacté par Monsieur Christophe Chevardet, qui est un ami, pour la petite histoire, et qui connaît mon travail. Et j'ose espérer qu'il apprécie aussi. Et donc, il m'a gentiment demandé si je voulais participer à ce projet. J'ai répondu, il n'avait pas encore terminé sa phrase. J'ai dit oui, bien sûr, parce que d'abord, j'aime beaucoup le portrait. Bon, j'aime mon métier aussi. Alors, pour ce qui est de la démarche, c'est vrai que j'avais une certaine crainte, une certaine appréhension parce que évidemment il fallait, on avait un temps imparti pour ce projet et ce qui est important aussi, c'est le contact avec la personne à photographier. Ce sont, au-delà du thème qui est, comme vous le savez, ça vous allez le développer de votre côté, vous savez bien de quoi il s'agit, donc c'est quand même un sujet intime, un peu délicat. Donc ça, c'est une contrainte première. Ensuite, il y a le côté photographique, c'est-à-dire l'approche que j'ai vis-à-vis des personnes. Alors, ce sont des gens que je ne connais pas, pour lesquels, je n'ai eu aucun contact, hormis un numéro de téléphone qu'on m'a confié. Et donc les personnes sourient, elles sont à côté de moi, donc elles savent comment ça s'est passé. Donc il y a tout un travail de préparation, mais un travail qui doit être fait dans un très court laps de temps. Moins de 3 mois pour faire... Moins de 3 mois, mais surtout le fait de contacter les gens par téléphone, de les rassurer, de leur expliquer un peu ce que je fais, ce que je vais faire, ce que j'attends d'eux. C'est un peu précipité, bien sûr, je l'avoue, mais c'est aussi le travail du photographe, parce que le photographe, c'est aussi quelque part un psychologue, c'est quelqu'un qui ressent les gens, qui les sent même à distance, qui peut déjà avoir une idée de leur physique sans même les avoir vus, ne serait-ce que par l'intonation, par la voix. Et donc, à partir de là, j'ai essayé un peu de les rassurer, leur dire un peu ce que j'attends d'eux. Évidemment, le temps est encore une fois très court, c'est-à-dire du moment où je les rencontre, où j'arrive chez eux, parce qu'il y a eu même des placements qui ont été faits sur place, dans leur intérieur, dans leur maison, ou des choses qui ont été faites aussi à l'extérieur. Je précise qu'on a fait, pour la plupart des participants, on les a fait venir
dans nos locaux pour les photographier, mais certains ne pouvant pas se déplacer, vous avez fait la démarche d'aller vers eux. Exactement. J'ai essayé, si vous voulez, de les mettre le plus à l'aise possible, leur faciliter la démarche, parce que déjà pour eux, c'est pas évident d'être photographiés dans ce cadre-là. En plus de les prendre quelque part au dépourvu, parce que beaucoup ne s'attendaient pas à ce que ils pensaient peut-être une photo au cours de l'interview avec un smartphone, et puis voilà, c'est bouclé. Non, là, c'était une démarche quand même photographique avec un œil de photographe. Donc, bien sûr, vous l'avez souligné, il y a des photos qui ont été réalisées ici au sein de la maison RCN. Donc, on a fait des photos, on va dire un petit peu studio, avec un éclairage adapté, une petite mise en scène simple, très sobre, mais en essayant quand même de ressortir la personne. Et pourquoi ce choix d'une mise en scène très simple? Alors, on a réfléchi, on en a parlé avec Lionel, avec vous, le serviteur du projet, et avec Christophe Chevardet. On a essayé de réfléchir ce qu'on pouvait faire. Au début, on pensait faire le projet en noir et blanc, c'est-à-dire sur un fond sombre avec juste un visage qui apparaît. Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis dit c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même la couleur de la peau. Il y a des choses, même si en noir et blanc, on arrive à des choses extraordinaires, mais là, on avait besoin un peu de couleur aussi. Alors, il y a quand même quelques personnes qui ont été photographiées en noir et blanc parce que si vous voulez, leur intimité demandait à ce que ça soit fait en noir et blanc, mais la plupart des portraits ont été, des personnes ont été croquées, si on peut dire, en couleur. Alors, donc, comme je disais, il y a une partie qui a été faite ici à RCN, et puis d'autres pour leur faciliter le déplacement, parce que vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a toujours ce contexte de pandémie, de déplacement. Je rappelle qu'il y a des photos aussi qui ont été faites avant la limite des 10 kilomètres. Oui. Donc ça aussi, c'est une contrainte supplémentaire. Oui. Les gens, bien sûr, n'ont pas vraiment envie de se déplacer jusqu'ici, voilà, même si c'est pas loin. Enfin bref. Donc j'ai proposé de me déplacer. Je suis même allé tout en haut du département, comme vous le savez, pour aller vers les gens et me rapprocher d'eux. Alors plutôt, je les ai mis à l'aise. Donc c'était soit en intérieur chez eux, soit en extérieur, en milieu urbain. Ça c'était aussi intéressant. D'ailleurs, Kevin, qui est à côté de nous, le sait. On a pris un petit peu à Nancy au niveau des rives de la Meurthe. On va pas trop en dire, comme ça les auditeurs iront voir. Donc voilà, on sait que Kevin a été photographié de très belles photos en milieu urbain. Urbain, voilà. On n'en dit pas plus. Voilà. La surprise. Ce que je voulais dire pour résumer, c'est que c'est une expérience extraordinaire pour moi. Comme d'ailleurs tout ce que je fais dès que j'appuie sur le bouton, c'est déjà une satisfaction, voilà, et en plus avec des êtres aussi généreux, aussi disponibles, parce que je tiens à le signaler pour terminer, vraiment, j'ai eu un écho extraordinaire. Ophélie en face de moi, voilà, tout était vraiment très bien. Je m'attendais à ce que certains peut-être ou certaines soient un peu réfractaires sur la défensive, un petit peu refroidis un peu, mais non, finalement, ça s'est très bien passé et vraiment c'est très très positif. Et merci à tout le monde. Voilà. Merci à vous, Khaled, pour ces très belles photos que je vous encourage à voir sur le site de RCN et aussi sur le site du Conseil départemental grâce à la semaine EFA. Alors j'ai quelques chiffres. Il faut dire que ce projet est né d'un constat. Sur l'année 2019, il y avait une augmentation des agressions envers les personnes LGBTQIA+, de 36%. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous parlent, Kevin ? Depuis des années, on constate une augmentation très régulière des actes LGBTI-phobes. Alors soit que ce soit des chiffres qui soient déclarés, par exemple, à SOS Homophobie, soit que ce soit des chiffres du ministère de l'Intérieur, on constate une augmentation. L'année dernière, il y a eu une petite baisse de 15%, je crois, des actes homophobes, LGBTI-phobes en général recensés par le ministère de l'Intérieur, liés au fait qu'on a confiné les homophobes et au fait que finalement l'accès au commissariat a été un peu plus compliqué l'année dernière. Mais oui, ça parle, puisque d'un point de vue plus qualitatif, on voit bien que il y a une acceptation de principe de l'homosexualité, un peu moins de la transidentité quand même, mais qu'il reste des poches et des poches sociales, des situations où l'homophobie, la transphobie reste fortement enquistée dans certains milieux familiaux à forte empreinte confessionnelle,
ou tout simplement des milieux, bon disons-le, hein, des milieux très conservateurs ou d'extrême droite, ça peut être compliqué, ou des milieux ordinaires. Voilà. Et donc ça, c'est des témoignages qu'on voit, que l'homophobie, la transphobie s'expriment différemment en fonction de la classe sociale et des situations, mais c'est quand même quelque chose qui reste très persistant et très difficile à combattre. Alors, il y a eu plusieurs citations. Hein. Je vais prendre ta citation, Ophélie. On t'a dit que la bisexualité, ça n'existait pas, que c'était quelque chose de personnes un peu perverses. Est-ce que ce sont ce genre de commentaires t'arrivent encore aujourd'hui en 2021 ? Ça va arriver. En fait, c'est surtout dans le sens où on va toujours imaginer ma sexualité d'abord, quoi. C'est vraiment, et moi je vais parler d'histoire d'amour, en fait, tout simplement. Je vais parler d'histoire avec des personnes que j'ai pu avoir ou que je peux avoir, et on va forcément imaginer une sexualité, me poser des questions là-dessus, sur mon intimité, mais vraiment la plus intime. Et bon, je suis là, mais en fait, ça ne vous regarde pas. Et évidemment, on va lier forcément ça à tu veux plein de choses, t'as un esprit débradé de vouloir, voilà. Mais c'est des milieux conservateurs où j'ai pu vivre enfant, qui du coup, quand j'avais ces attirances, moi j'aime tout le monde, on m'avait forcément ce truc de c'est un peu bizarre, voilà, on va forcément vouloir rentrer quelqu'un dans non, là c'est pas normal, il faut que tu aimes ça, sinon c'est compliqué, donc voilà, c'est ça, quoi. Et alors, tu vas développer un peu plus tard dans l'émission. Oui, bien sûr, pardon. On va revenir juste après une petite pause musicale. On va écouter un morceau de Billie Eilish qui s'appelle Wish You Were Gay sur RCN 90.7. Midi 13h sur RCN, le micro déconfiné spécial Shame. Exposition sonore et photographique sur la lutte contre les discriminations liées au genre. Et on est toujours sur RCN 90.7 en direct aussi sur Facebook et YouTube. Catherine Mailleux, en quoi le rôle du conseil départemental est central dans la lutte contre les discriminations ? Dans toutes les discriminations, c'est l'inclusion dans la société, c'est tolérer l'autre, c'est accepter la différence, c'est On a vu que, enfin Kevin le mentionnait, hein, vous subventionnez pas mal d'associations qui sont dans cette démarche-là. Oui. Vous faites aussi la semaine EFA. Quel type de dispositif vous mettez en place pour aider à cette inclusion sociale ? Là, dans tous les domaines, que ça soit au niveau des collèges, que ça soit au niveau de la petite enfance, que ça soit au niveau des personnes à faibles ressources, que ça soit dans les quartiers, que ça soit... Alors comment ça se manifeste ? Ce sont des interventions ponctuelles, par exemple dans les collèges, pour évoquer ces thèmes-là ? Alors dans les collèges, oui, puisque effectivement, on a pas mal mobilisé un ensemble de services civiques sur la semaine F1 et qui font actuellement un certain nombre de manifestations dans les collèges. Dans les après, c'est vrai que l'ensemble des associations qui œuvrent de manière, alors pas forcément sous le titre lutte contre les discriminations, mais peuvent être soutenues financièrement parce qu'ils portent des valeurs, parce que des valeurs citoyennes et voilà quoi. Donc effectivement, tous les milieux sont touchés. On intervient à peu près dans tous les domaines. Cette année, c'était un axe fort sur la santé. Effectivement, l'expo a été pas tout à fait dans le thème de cette année, mais elle est tellement belle et elle a tellement de valeur et en message que voilà, elle trouve toute sa place. Elle trouve toute sa place. Alors, Kevin, vous nous disiez qu'à Equinox, la priorité c'était quand même le dialogue, l'écoute, etc. Est-ce qu'il faut aujourd'hui débattre avec des homophobes ? Parce qu'il y a deux écoles. Il y en a qui vont vous dire oui, il faut absolument débattre pour les convaincre, et d'autres personnes qui vont dire non, il faut leur limiter l'accès à la parole médiatique. Quel est votre avis sur cette question ? J'avoue que j'avais pas forcément réfléchi avant que tu poses la question. En fait, c'est vrai que c'est pas agréable de débattre avec des homophobes, mais il faut savoir faire une gradation des personnes qu'on a en face de soi.
Il y a des homophobes, comment dirais-je, qui veulent notre mort directement, qui veulent qui passent à l'acte physiquement et qui veulent nous éliminer directement sans poser de questions. Et puis il y a des homophobes que j'appelle des homophobes modérés. C'est des gens qui sont dans une homophobie bourgeoisement acceptable. Et donc là, on peut débattre avec eux. Mais en faisant bien attention, parce qu'on n'est quand même pas dans une optique du débat à la façon journalistique où on met deux camps l'un en face de l'autre. Mais on peut débattre avec eux en ayant bien à l'esprit leurs propres contradictions. Je veux dire, aujourd'hui, toute la classe politique réunie se revendique des valeurs de la République. Tous, sans exception. Extrême droite comprise, je pense. Si vous débattez avec un de ces républicains, vous vous rendrez bien vite compte que dans le concret du quotidien, dans les décisions qu'ils prennent au niveau législatif, réglementaire, il y a une contradiction directe entre les décisions qu'ils prennent, pour beaucoup d'entre eux, et qu'elles prennent, d'une part, et d'autre part, les valeurs de la République qu'ils et elles prétendent défendre, et en particulier le principe d'égalité. Donc je dirais que oui, on peut débattre avec des homophobes, étant entendu que, bien entendu, on va pas passer notre vie en tant que militant à débattre avec des gens qui de toute façon ne nous aiment pas, et comme c'est réciproque finalement, on engage un débat pour le gagner. Voilà. Alors Ophélie, à partir de quel moment on peut parler de discrimination ou d'oppression? À partir de quel acte? Et est-ce qu'il y a une forme aussi, ou des formes d'homophobie qui seraient plus ou moins ordinaires, c'est-à-dire de comportements qu'on pourrait lier à l'homophobie? Disons qu'il y a, oui, l'harcèlement, ça démarre par la parole, quoi. Je veux dire, si une critique, quelque chose, une question trop intime, trop déplacée, des propos, que ça soit pour la transidentité, des questions sur l'intimité de la personne, sur comment elle s'habille, sur comment elle. Il y a un moment où, en fait, on est juste voilà. Ouais. Donc ça peut être des paroles, des actes. Est-ce qu'il y a des actes qui sont parfois peut-être anodins, mais qui sont lourds de sens? Rien qu'un regard dans la rue, franchement, c'est pesant. C'est pesant. Rien que je promène avec ma copine et que je vais avoir un regard un peu, ah là là, c'est bizarre. Je vais pas la voir quand je me promène main dans la main avec un mec, quoi. Je vais pas avoir ce problème-là du tout, et que je puisse sentir cette oppression, ce regard-là, ce jugement, ces petites paroles, voilà. Et puis après ça va plus loin plus tard. Après ça peut même aller plus loin dans les faits, quoi. Oui, des menaces de mort, oui, voilà. Oui, bien sûr, des menaces de mort dans l'exposition. Même on peut parler il y a même des viols, il y a des choses beaucoup plus graves, évidemment. Mais en fait, ça vient petit à petit. Ça peut partir de juste une remarque, et évidemment, si on accepte ça, si on ne fait rien à ça, ça va plus loin, quoi. C'est ça le truc. Moi, je sais que je travaille dans un lycée. Je refuse que les lycéens vont faire des choses homophobes, quoi que ce soit. Je leur dis non, en fait, parce que ça commence comme ça, en fait. Et si on accepte ça, ça va de pire en pire. Il faut les éduquer là-dessus, quoi. Vous, Catherine Mailleux, comment vous définissez les discriminations? De toute manière, c'est un rapport à la loi. Il y a des critères de discrimination, et c'est effectivement condamnable par la loi. Et voilà. Après, on est souvent sur les représentations sociales, les préjugés, les stéréotypes. Et voilà. C'est vrai que je ne sais pas, mais ça peut-être que Kevin, c'est mieux que moi sur un peu les procédures qu'il peut y avoir à l'encontre au niveau justice. Est-ce que le défenseur des droits a beaucoup de
de prétexte à se mobiliser sur des questions d'homophobie ou de transgenre, ça j'en sais pas. Par contre, c'est vrai que après on est plus sur effectivement des préjugés, des stéréotypes et tout ça. Je voulais revenir sur le témoignage de Cheryl quand même, qui dit qu'il a arrêté l'école à cause de ça. Donc on exclut quand même les paroles, exclut les personnes et les personnes s'excluent elles-mêmes d'un système alors qu'elles auraient pu parfaitement poursuivre leur scolarité, réussir comme les autres. Voilà. Mais je trouvais que c'était un bel exemple, Cheryl, où on sent que voilà, c'est tout ce que peut entraîner les paroles, les gestes, la violence, fait qu'effectivement, à la fin, c'est des personnes qui arrivent à s'exclure de tout système où ils se trouvent plus intégrés nulle part parce que le système ne les intègre pas. Il y a aussi la dimension de ne pas laisser les personnes disposer de leur corps. Tout à fait. On va y revenir juste après le morceau d'Iseux qui s'appelle Corps, justement, sur RCN 90.7. Jusque 13h sur RCN, le micro déconfiné spécial Shame. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter Iseux avec son morceau Corps. Des corps, vous avez dû en photographier pas mal. Khaled, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire cette exposition en tant que photographe ? Écoutez, pour moi, c'est une confirmation de ce que je pense depuis très longtemps, dans le sens que c'est peut-être déjà connu, mais je pense que chez tout le monde, mais vraiment chez tout le monde, on peut trouver une richesse. Ça, c'est clair. Pourquoi je dis ça ? Parce que souvent, les gens me disent « Ah, je ne suis pas photogénique, non, pas pour moi, j'aime pas les photos, etc. » Et en fait, c'est une erreur, parce que je pense que tout être humain a des choses à dire, a des choses à révéler, à montrer. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette affirmation-là, je ne la retrouve qu'au moment où je traite mes images. C'est-à-dire une fois que j'ai terminé la prise de vue et que je rentre chez moi et que, évidemment, j'ouvre mes photos sur mon ordinateur. Et là, j'ai encore cette confirmation. Et là, je trouve des trésors chez les personnes. Et pour moi, ça m'apporte énormément. Et concrètement, pour ce sujet-là, j'avoue que pour moi, c'est une première. J'ai presque 35 ans de métier professionnel là en décembre prochain. Mais malgré ça, pour moi, c'est encore une nouveauté. C'est encore une nouvelle découverte et de nouvelles richesses. Déjà par le thème et bien sûr par les nouveaux visages que j'ai découverts et tous ces regards qui, encore une fois, ça a duré très très peu, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Peut-être que si j'étais resté trop longtemps avec les sujets, on aurait fini peut-être par s'ennuyer un peu. Mais le fait que ça soit très court, il y a une étincelle, il y a des choses que j'ai réussi à capter avec un regard, et c'est une fraction de seconde, mais rien que ça, c'est un bonheur pour moi. En tout cas, vous nous donnez envie de revoir pour ma part l'expo, pour ceux qui n'ont pas encore vu et qui nous écoutent en ce moment. Je rappelle que l'expo est désormais disponible sur le site de RCN et bientôt aussi sur le site du conseil départemental. Catherine Mailleux, comment on peut imaginer de meilleurs lendemains par rapport à cette lutte contre les discriminations ? Je pense que l'exposition sonore que vous venez de faire contribue largement à lutter et à faire savoir, à faire connaître déjà. Je crois que ce qui est inconnu est étranger et fait peur. Donc c'est aussi une manière d'expliquer. Et c'est valable pour toute discrimination, le handicap psy, l'étranger migrant, voilà. Donc moi je pense que ce genre d'émission, ce genre d'expo sonore, montrer, faire connaître, diffuser, voilà, je crois que ça c'est vraiment dans ces temps forts, et EFA est fait pour ça aussi, cette semaine-là, pour que effectivement, ça prête à discussion, à échange, à questionnement, et revoir un peu ses positions quand on connaît pas, voilà. Alors donc il y a ce rôle-là aussi
que vous endossez au conseil départemental, c'est un rôle pédagogique au final. Oui. Et de prévention. C'est vrai qu'effectivement, dans les collèges, il peut y avoir matière à même si c'est un sujet, on en parlait un petit peu avant, difficile, puisque il n'y a pas que les enfants qui sont jeunes qui sont concernés. Il y a forcément une équipe éducative derrière. Et puis, il y a aussi des parents. C'est comment ils reçoivent après le message. Je sais que on a bien eu du mal à faire une bibliothèque des livres vivants dans un collège, parce que c'était pas tant la préparation avec l'équipe pédagogique, c'était le regard après, le retour après que pouvaient faire les enfants à leurs parents. Donc il faut aussi éduquer les parents. Il faut aussi, quand on accompagne sur des projets comme ça, dans des collèges, accompagner les parents, expliquer aux parents en amont, voilà. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est pas forcément facile à traiter en milieu scolaire. Alors, Ophélie, comment vous imaginez-vous demain, allez, dans 20 ans, comment pourrait être la société? Alors moi, j'ai l'espoir qu'il y ait plus de visibilité, en fait, tout simplement, qu'on ait plus de personnes concernées qui parlent des sujets qui leur sont concernés. Rien que je vois dans les médias, je vois beaucoup de gens qui vont parler de transidentité qui ne le sont pas et qui n'ont aucun ils ne savent rien là-dessus. Aucune légitimité, quoi. Voilà, et plus de visibilité, que ça soit même dans les films, avoir beaucoup plus de personnes trans, acteurs qui vont avoir les rôles concernés. J'ai plus à vouloir ça, entendre plus d'histoires là-dessus, lire plus de choses là-dessus. Quelque chose où on dirait que qu'on est plus dans quelque chose hétérocentré, quoi, quelque chose de. C'est aussi le rôle de l'art et des cultures de devoir promouvoir l'aspect du vivre ensemble, pour utiliser une formule bien connue par nos institutions. Ça fait partie des choses qui va nous ajouter dans notre culture, quoi. Et évidemment, quelqu'un qui s'avère être, moi je sais que personnellement, d'avoir eu des représentations m'a aidé à faire mon coming out, a aidé à que j'accepte en fait ma sexualité. Le fait de voir des personnes qui disent oui, je suis pansexuelle et tout ça, ça m'a complètement aidé à comprendre et à mieux déterminer des choses en moi. Que quand on est dans le flou et que on nous dit voilà, évidemment que moi je trouve que c'est le plus important, c'est d'avoir plus de visibilité, plus de personnes concernées, quoi. Kevin, on va terminer avec vous pour rebondir sur ce que disait Ophélie. Quelle est l'importance de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX? Je pense que ça permet effectivement. Je vais donner un exemple très concret. Sur la question de la transidentité et les retours qu'on a en accueil écoute dans nos permanences, c'est que les jeunes aujourd'hui, de plus en plus jeunes, arrivent à mettre le mot transidentité sur leur vécu. Et le fait de pouvoir mettre ce mot sur son vécu permet ensuite de rechercher de l'information, de pouvoir s'identifier réellement, et ces mots permettent effectivement, alors ce ne sont pas forcément des mots MAUX, parce qu'on parle beaucoup d'homosexualité, de bisexualité, de transidentité comme si c'était des problèmes, alors qu'en fait, les personnes qui vivent ces réalités, ce sont des amis, ce sont des gens que je connais personnellement et dont je suis proche. Ce sont des gens qui, pour beaucoup, ont vécu effectivement des difficultés liées à l'homophobie, à la transphobie ambiante, mais qui vivent leur identité de façon heureuse. Et je pense que c'est aujourd'hui cette question du fait de pouvoir vivre heureux ou heureuse, son homosexualité, sa bisexualité, sa transidentité qui va jouer un grand rôle. Et peut-être travailler sur cette question du fait que entre personnes LGBTI, il y a des situations extrêmement différentes, que voilà, un certain nombre de catégories sont moins avantagées que d'autres et ne sont pas traitées également aujourd'hui dans notre société, quoi. Voilà, c'est un peu ça sur cette question des mots. Peut-être aussi la question des revendications, qui sont très importantes et qui vont prendre de la place dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent, puisqu'on rentre en cycle électoral. Et aussi le prisme, ne plus dire par exemple
qu'un gamin s'est fait virer de chez lui parce qu'il est homosexuel, Exactement. mais plutôt parce que ses parents sont homophobes. Exactement. Donc il y a aussi le choix des mots qui compte dans cette lutte-là. Ouais. Sur ce point, c'est tout à fait clair que, par exemple, il faut rappeler que le fait d'exclure son enfant de sa famille, c'est pas anodin, c'est un délit. Les parents ont un devoir vis-à-vis de leurs enfants et l'autorité parentale suppose de ne pas commettre de violence ou de mauvais traitements et de poursuivre l'éducation de l'enfant et le fait de le protéger. Et la protection, c'est tout ce qu'on souhaite avec bienveillance ici à RCN, à toutes les personnes qui sont engagées dans cette lutte. Merci à vous tous d'avoir répondu présent aujourd'hui à cette invitation. Quant à nous, on se retrouve en direct demain midi dans le micro déconfiné et on se quitte avec un morceau de Stromae qui s'appelle Bâtard. Bonne journée à vous. RCN, www.rcn-radio.org